Alors, bonsoir à tous. On est rendu au 15e épisode du balado autour du traducteur et mon invité est Graham Perra, qui est traducteur agréé, traducteur juridique agréé et qui traduit, qui évolue je ne veux pas me mêler, tu me démêleras, Graham. Tu travailles dans 3 langues, français, anglais, espagnol. Tu nous préciseras les combinaisons si tu veux bien, et tu vas nous parler, on va discuter aujourd'hui, on part à la discussion, en fait, on veut parler de la traduction juridique à plusieurs égards pour les traducteurs. Et notre point de départ, c'est le concept de due diligence dont tu as eu écho quand tu es allé dans une conférence, dans un congrès en Angleterre il y a quelques mois. Et on va voir aussi d'autres éléments très importants, notamment la différence entre le common law et le droit civil, c'est deux façons de penser qui se côtoient, s'empruntent mutuellement des concepts. Alors, on va tout voir ça. Bien, on va commencer avec le due diligence. Qu'est-ce que tu as appris en Angleterre? Ben, merci. Merci de l'accueil. Effectivement, comme tu me l'as demandé tantôt, c'est ça, je suis traducteur agréé pour les combinaisons de l'anglais vers le français, de l'espagnol vers le français et de l'anglais et du français et de l'espagnol vers l'anglais. C'est ça, je traduis dans les 3 langues, mais je ne traduis pas vers l'espagnol. C'est vraiment, cette langue-là, c'est vraiment une langue passive pour moi. Et donc, c'est ça. J'ai eu la chance d'assister au mois de fin janvier à un congrès qui s'appelle The Words to Deeds Conference, qui a eu lieu à Cambridge, à l'Université Cambridge en Angleterre. C'était vraiment une super conférence très, très formatrice et c'est ça, j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires de vraiment différents domaines, des gens qui travaillaient dans différentes institutions européennes, internationales, dans des entreprises privées, vraiment en traduction juridique. Et donc, la conférence a porté vraiment sur le thème du risque en traduction juridique. Et donc, c'est ça, on a le concept de due diligence en traduction juridique qui comporte plusieurs volets. Et donc, c'est ça, je ne l'ai pas nommé en français parce que moi et d'autres conférenciers, on ne s'est pas entendu sur une traduction vraiment adéquate du terme. Mais c'est ça, donc, on parle à la fois de la sensibilisation des clients aux différents risques qui peuvent se présenter en traduction juridique et aussi le fait d'interroger les clients, de poser les bonnes questions, s'assurer qu'on reçoit toute l'information dont on a besoin pour effectuer notre travail correctement et de vraiment protéger les droits des parties en cause dans les écrits qu'on traduit. Donc, c'est ça. Donc, à la base, la notion du due diligence en traduction juridique découle du fait que la traduction juridique suppose une certaine gestion des risques. Et donc, il y a plusieurs risques, là. Il y a les risques de se tromper, le risque des faux sens. Donc, qu'est-ce qui arrive si c'est faux sens? Bon, ça peut induire quelqu'un en erreur. Quelqu'un peut poser les gestes incorrects après, par la suite, et ça peut entraîner des conséquences juridiques. Il y a un risque de mauvaise compréhension ou d'incompréhension. Je peux parler C'est absence complète de compréhension, la différence, c'est ça que tu veux dire quand tu parles Oui, d'incompréhension? mais je donne un exemple rapide. J'ai déjà eu un cas où un client particulier m'a approché pour une traduction certifiée qu'il avait fait faire par un traducteur dans un autre pays. C'était une traduction de l'espagnol vers l'anglais. Et cette traduction était tellement littérale que les autorités d'immigration au Canada ne comprenaient pas
l'une des phrases vraiment importantes dans la traduction. Et donc, Immigration Canada a rejeté le document, rejeté la traduction. Et donc, c'est ça, j'ai dû refaire la traduction. Donc, c'est ça, c'est une situation vraiment malencontreuse où le client a subi des frais supplémentaires, et un prolongement des délais dans ces processus d'immigration. Heureusement que les décideurs des autorités d'immigration aient décidé de rejeter la traduction plutôt que de prendre une décision basée sur une compréhension incomplète de la chose. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment un cas assez concret qui démontre les risques qui peuvent se présenter en traduction juridique. Bon, il y a aussi le risque réputationnel pour les entreprises, tant pour le traducteur que pour le client du traducteur. Donc, que ce soit l'avocat ou l'entreprise qui doit présenter le document traduit à son client, à la partie adverse, par exemple. Il y a le risque de non-respect des délais. Donc, en traduction juridique, il y a tout le temps des délais. Là. C'est ça, souvent les délais sont de nature assez instrumentale, c'est-à-dire que le client en a besoin pour telle date pour accomplir quelque chose d'autre. Donc, parfois, le client peut être tenu de déposer un document au tribunal avant une certaine date, après laquelle le client peut perdre ses droits, certains droits. Ou, ben, c'est ça, le client est tenu par contrat de présenter, de délivrer d'autres documents à l'autre partie. À l'autre partie, oui. Pour accomplir certaines étapes assez instrumentales à la réalisation d'une opération, d'une transaction. Et donc, c'est ça. Donc, de manquer le délai, là, c'est quand même, ça peut être assez grave. Et bon, il y a le risque de ne pas traduire du tout. Donc, si le client décide de ne pas faire traduire quelque chose, il y a un risque à ça. Donc, il y a des clients il y a des personnes, des droits de certaines parties qui ne sont pas protégés dans ces cas-là. Par exemple, à la conférence, il y a eu des conférenciers italiens qui ont parlé des formulaires d'immigration qui sont présentés aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d'asile qui arrivent par bateau, qui viennent vraiment plein de pays différents. Mais les traductions sur les formulaires sont offertes en anglais, en français, en arabe, peut-être en espagnol. Mais parfois, ces migrants ne parlent aucune de ces langues. Oh là là. Parfois, ces migrants peuvent, excusez l'expression, baragouiner un peu d'anglais peut-être, mais ils ne comprennent pas vraiment la teneur de ce qu'ils signent. Et parfois, c'est ça. Donc, s'il a déjà signé, ben, cette personne-là a déjà démontré en quelque sorte une reconnaissance, une compréhension, oui. De ce qu'il a signé, supposément. Ce qui fait en sorte que la personne, et parfois c'est ça, il y a eu, l'un des avocats italiens justement montré cette clause où la personne a dû confirmer en signant qu'elle comprenait suffisamment l'italien. Et donc, c'est ça. Donc, moindrement que la personne ait réussi à communiquer, peut-être dans un italien très cassé, avec l'agent d'immigration, l'agent d'immigration a coché oui sur cette partie du formulaire. La personne a signé. Et donc, la personne a pu perdre son droit à un interprète
pour le reste des procédures qui ont C'est suivi. ça que j'allais te demander. Il n'y a pas d'interprète d'office en partant, là. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine vérification de la compréhension, de la qualité du document, de la traduction et tout ça, sans interprète, c'est ça? Ben, je ne D'après ce saurais que... pas m'avancer Non, c'est pas... là-dessus, en Mais fait. dans cette histoire-là, en Italie, il n'y avait pas d'interprète avant... C'est que euh, parfois, c'est ça. Donc, on a les grandes langues principales qu'on utilise sont, comme j'ai dit, l'arabe, l'espagnol, le français, l'anglais, l'espagnol peut-être. Mais il y a beaucoup, c'est ça, ces migrants-là ne viennent pas juste du nord d'Afrique arabophone. non, c'est Ils viennent ça. parfois de l'Afrique subsaharienne où il y a beaucoup d'autres langues, des Mm. langues moins connues, des langues qu'on appelle de diffusion restreinte. Mhm. Et donc, il n'existe pas de service linguistique pour ces personnes-là parfois. Et parfois, la personne qui va être chargée d'interpréter, ça va être, ça peut être un passeur, là, ça peut être quelqu'un de pas très, quelqu'un qui n'est pas En tout cas, nécessairement. sûrement pas reconnu officiellement, là, ça Non, c'est... non, 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 c'est ça. Euh, OK. et donc, C'est voilà. intéressant. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que tu vois, j'étais en Italie, moi, en mai l'année dernière, puis c'était la guerre avec l'Ukraine. Là, je me suis rendu compte que l'Ukraine n'était pas loin. Et là, je savais qu'il y avait des parents ukrainiens qui avaient envoyé leurs enfants. Ben, les hommes ne pouvaient pas sortir de l'Ukraine, ça, ils n'ont pas le droit. Les mères restaient avec leurs conjoints et ils envoyaient les enfants à l'école en Italie dans des familles d'accueil. Et je me demandais comment, puis ces enfants-là ne parlent pas italien, là, ils arrivent là. On dit que les enfants vont tout apprendre facilement, mais je ne sais pas là, comment ils peuvent faire. Il y a des situations tellement difficiles, là. C'est clair. Fait que, OK. Alors, donc, il y a comme ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, parce que moi, l'interprétation, c'est quelque chose que j'ai étudié dans ma thèse de doctorat. Puis, je trouve que, encore là, ça fait un pont entre le juridique et l'interprétation. On voit là, je trouve ça vraiment intéressant. Je ne m'étais pas rendu compte de ça avant de t'écouter parler. Vraiment Oui, ben, c'est intéressant. ça exactement. Bon, donc, ils ont parlé aussi de. Il y a eu un bateau qui a coulé dans la Hum, Méditerranée. Je ne me rappelle plus du nom. Euh, mais bon, il y a eu toute une poursuite judiciaire contre, je crois que c'était la garde côtière italienne. qui a été Euh, fautive, qui ont été Ouais, responsables. ben c'est ça, donc c'est ça, il y a eu des naufragés qui n'ont pas été secourus. Et là, je me rappelle pas tout à fait complètement de l'histoire, mais c'est ça. Donc, dans les procédures, il y a eu des blocs de milliers de pages et le tribunal n'a pas accordé au demandeur le droit de faire traduire cette pièce. Je pense que les documents étaient en allemand. Et je pense que le tribunal a dit que, que les parties pouvaient faire traduire un résumé, Mhm. mais Mais pas pas toute tout le la. document. OK. Ou c'était peut-être en italien pour des justiciables allemands. Je me rappelle plus. Mais Mhm. dans tous les cas, peu importe, c'est que c'est ça, il y a eu vraiment, c'est ça, et donc ça a parti vraiment un mouvement qui s'appelle, on peut voir en ligne, c'est hashtag No Translation, No Justice. OK. Et donc, En quelle année ça? C'est l'année dernière? c'est relativement récent. OK. Voilà. Hashtag, je vais le mettre sur, je savais avec l'enregistrement. Tu dis hashtag no No translation, no... translation, no justice. Et OK. donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent se renseigner un peu plus sur ce mouvement. C'est ça. Je ne saurais pas
en parler en long et en large. Ma mémoire est un Mais peu floue. merci de nous apporter cette information-là. Je trouve ça extrêmement précieux. On n'en entend pas parler ici. Alors, Non, merci. non, non. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc, le fait de ne pas traduire, ça crée des risques, ça met en péril des droits. Euh, Mhm. donc, voilà. L'autre risque dont on en a parlé, c'est le risque de sécurité des données. Donc, Mhm. il y a, quand on a recours à la traduction automatique, à Mhm. l'intelligence artificielle, bon, on parle souvent des problèmes de qualité, mais au-delà des soucis de qualité, il y a aussi un risque de sécurité des données. Donc, quand on utilise des outils d'accès public en ligne comme Google Translate, DeepL, etc., Mhm. il faut être très attentif à ce qu'on met là-dedans. Parce Oui. que les renseignements confidentiels, dès qu'on les met là-dedans, ne sont plus des renseignements Mhm. confidentiels. Ces renseignements-là appartiennent à plus jamais à l'exploitant de l'outil, là, essentiellement. Donc, Mhm. euh, et bon, c'est ça. Il y a une différence évidemment à faire entre ces outils d'accès public et les outils qu'on a dans des cabinets de traduction ou dans des services de traduction qui utilisent un outil de traduction automatique qui est vraiment propre à l'entreprise, qui a vraiment des paramètres de sécurité assez serrés Mhm. et qui sont sécuritaires pour ces documents-là. Mais c'est ça. J'ai déjà eu des clients qui, en pensant que ça allait leur coûter moins cher ou que j'allais pouvoir livrer les documents plus rapidement, ont mis carrément des documents de nature assez personnelle dans Google Translate et me les ont envoyés par Word. Et j'ai dit, ben non, ne faites pas ça. C'est ça, c'est des documents confidentiels. Il ne faut jamais les mettre dans ces outils-là. Euh, Parce que c'est ça, on peut regarder, faire une recherche sur Internet, mais il y a des histoires où des entreprises ont carrément trouvé leurs données confidentielles sur le web là, après avoir utilisé ces outils-là. Donc, Et ouais. imaginez la mauvaise surprise. En effet. C'est En donc, effet. mais voilà, donc ça, c'est les différents risques. Et donc, euh, la due diligence qu'on fait pour atténuer ces risques, c'est justement ben, de sensibiliser les clients à ces risques-là. Et donc, et aussi, c'est sensibiliser les clients aux risques et s'assurer parce que au bout du compte, c'est nous qui gérons les risques, les risques relatifs à ce que nous traduisons. Et donc, c'est très important pour nous de s'assurer que dès que le client nous envoie un mandat, qu'on Mhm. reçoit vraiment euh, une description assez complète du travail qui est à effectuer. Donc, euh, comme pour qui la traduction est destinée, à qui la traduction est destinée, de quelle langue vers quelle langue. Est-ce qu'il y a des soucis quant à la forme? Est-ce qu'il y a des exigences? Par exemple, je sais que pour certains ministères, le ministère de l'Immigration du Québec, je crois, a quand même un liste de critères sur son site web pour les OK. traductions certifiées. Donc, c'est des choses, donc, qui est le destinataire d'une traduction, c'est quand même quelque chose qui peut être important. Euh, et donc, c'est ça, Et parfois, les clients ne veulent pas se faire éduquer. C'est-à-dire Ah. que c'est pas avec tous les clients qu'on peut vraiment entrer euh, Hmm. dans une longue explication des problèmes ou des questions à traiter dans une traduction.
par exemple, souvent on fait en traduction juridique, évidemment, on fait très souvent affaire avec des avocats. Les avocats sont souvent surchargés de travail, sont très Oui, pressés. oui. Écrire de longues explications à un avocat, ça passe pas vraiment. Tu sais, il faut vraiment en arriver au point. C'est s'assurer de comme vraiment expliquer, donner le nécessaire pour avoir l'information dont nous on a besoin pour faire notre travail. Et donc, c'est ça, il y a un dialogue. C'est pas OK. juste d'éduquer le client. C'est vraiment, tu sais, on entre vraiment dans un dialogue avec le client qui nous permet vraiment de faire notre travail comme il faut. Mhm. Et donc, de, de jouer notre rôle dans la gestion du risque pour notre client. Donc, la gestion du risque qui est propre à notre activité, la traduction. Euh, Mais quand tu vois que ton client, tu ne peux pas l'éduquer et que il veut quand même que tu fasses la traduction et tout, mais que tu sens qu'il n'a pas compris les risques, est-ce que dans certains domaines, on va se décharger? Tu sais, on va dire, on a donné toute l'information au client, puis je ne peux pas faire plus. Est-ce que ça va jusque-là? Ou non, pas encore? C'est pas. euh, oui, ben, dans le fond, ce qu'un client fait avec ses propres documents, ça le regarde, là. C'est ça, dans le fond, c'est ça. Évidemment, si on les fait affaire, si notre client c'est un avocat, ben, un avocat a ses propres règles déontologiques à suivre. Oui, Et c'est donc, vrai. c'est Alors là, généralement avec les professionnels ont vraiment c'est un c'est cadre ça. normatif à respecter et vont Ils vont, prendre les mesures ils vont quand nécessaires. même, ils vont prendre le temps d'écouter ce que tu as à dire sur, ou en tout cas Oui, plus. c'est ça. C'est juste que, tu sais, mettons, comme on Il faut que ça a, soit rapide et c'est concis. ça, on a une période d'attention assez restreinte parfois. Donc, C'est ça. c'est ça. Donc c'est ça. Donc, c'est un véritable dialogue. Mhm. Donc, c'est à la fois de donner au client l'information dont il lui a besoin afin que lui nous donne l'information dont nous en avons besoin. Donc, il y a différentes façons de faire. On a parlé pendant la conférence de formulaires de demande, c'est de vraiment détailler, de vraiment concevoir ces formulaires-là de façon à ce qu'on reçoive vraiment toute l'information dont on a besoin. Euh, et, euh, et aussi, on peut faire des campagnes sur les médias sociaux et tout ça. Et bon, c'est ça, il y a OK. différentes façons d'approcher le sujet du due diligence, legal translation due diligence. En Donc, fait, c'est un début, là, cette conférence-là. Ben, comme tu dis, les événements qui sont arrivés en Europe et tout ça ont comme déclenché là, le processus, la mise en place du concept. Puis là, ça va évoluer avec le temps. Puis, et, oui, ben c'est ça. Je pense pas que le concept soit né vraiment durant la conférence à non, laquelle j'ai OK, assisté, mais bon, ça a été, je veux dire, je pense que c'est une notion qui comprend vraiment c'est plusieurs, ça. plusieurs considérations qui bon, existaient déjà. Là. Donc, c'est juste, Mhm. je pense qu'on a trouvé une manière de nommer tout un ensemble de facteurs dont on doit tenir compte en traduction juridique dans notre gestion du risque. Et donc voilà. Euh, Et ce qui nous amène à la traduction en français du mot, oui, du terme, là, qui n'est pas facile. mais c'est ça, c'est parce que souvent on parle avec du diligence, on parle souvent de contrôle préalable, Mhm. mais on parle aussi de vérification diligente.
Mais on a aussi, dans le cas qui nous intéresse, on parle aussi de la sensibilisation des clients. Donc, c'est vraiment, on vient d'élargir un peu la notion de la diligence. Euh, et donc voilà, on sait jamais, c'est ça, j'en ai parlé avec une autre traductrice qui assistait à la conférence qui était francophone aussi. Et c'est ça, on n'est pas arrivé à tout à fait trouver le bon terme. Mais bon, à la limite, peut-être que quelqu'un du public aura quelque chose à Elle veut suggérer. suggérer, c'est ça, on va faire un appel à ceux qui ont des idées, puis on peut y aller avec une périphrase quand on n'a pas de concept. Puis aussi, il faut dire que l'anglais se prête plus facilement à des formulations plus télescopées. En français, il faut tout expliquer le lien entre les adjectifs Tout à et fait. c'est ça. Alors, il y a aussi la contrainte de la langue. C'est Ouais. vraiment intéressant. Puis tu parlais de pondération du risque aussi. Hier, quand on s'est parlé durant la rencontre préparatoire, on parlait de pondération du risque. Alors là, il y a le risque, donc tu parlais de manque de compréhension, d'incompréhension. Puis on peut aller plus dans le linguistique, de faux sens et de contresens. Alors ça, c'est Mhm. des risques. Ça, c'est le côté linguistique, la formation du traducteur sur le plan linguistique, là, Oui, euh, oui, oui, tout à fait. qui est importante. Alors, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Puis, on peut passer à un autre sujet aussi qui est vraiment important Mhm. pour les néophytes que nous sommes. La différence, le fait qu'on doive naviguer ici au Canada entre deux systèmes, le common law ou la common law et le droit civil. Alors, ça a toutes sortes de répercussions aussi hein, dans le métier du traducteur juridique. Oui, ben, tout à fait. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, dans le droit, dans le droit privé au Canada, donc tout ce qui concerne le droit entre, entre, entre des parties privées, donc tout ce qui ne concerne pas les relations avec l'État. On a deux systèmes. Donc, on a la common law, qui est le système hérité du système britannique qui s'applique dans l'ensemble du Canada, sauf le Québec. Et au Mhm. Québec, on a le droit civil, euh, qui est aussi connu comme le droit romano-germanique, euh, qui, qui hérite vraiment du Code Napoléon. Ah oui. Mhm. Donc voilà. Donc c'est ça. Mais au Québec, on utilise quand même la common law dans tout ce qui est droit public. OK. Donc, c'est ça. Donc, même à l'intérieur du Québec, on a vraiment ce système bijuridique. Et voilà. Donc, au Canada, donc, quand on traduit, par exemple, de l'anglais vers le français, parfois on a ces documents, des contrats qui utilisent beaucoup de termes de la common law qui n'ont pas une équivalence parfaite en droit civil. Par exemple, il y a certains concepts comme l'hypothèque, par exemple. Donc, Oui. on a, et ça, c'est vraiment un cas de figure dont on parle assez souvent dans le domaine, c'est qu'en anglais, on a mortgage, Mhm. qui est le terme le terme de la common law, et on a hypothèque en français. Euh, et donc, mais c'est ça, ces concepts-là ont un peu la même fonction, là. C'est-à-dire que, bon, quelqu'un qui veut acheter un immeuble, généralement, c'est un immeuble, donc un terrain avec une maison ou un bâtiment, euh, qui a besoin de financement, va conclure un contrat de prêt
avec un prêteur, un créancier, généralement une banque, et donc le créancier a besoin d'une sûreté sur le bien qu'on a acheté C'est ça, pour que exactement. le créancier puisse se faire rembourser si jamais le débiteur, qui contracte l'emprunt, Mhm. au paiement. Mais il y a une différence, c'est que le mortgage, donc l'hypothèque du système de common law, suppose un transfert du titre de propriété dans les mains du créancier. Dès le C'est qu'il y début, a le là. créancier au Québec. OK. Donc, c'est ça. Techniquement, donc, si vous allez en Ontario, vous achetez une maison, vous empruntez, vous contractez une hypothèque. C'est ça, techniquement, la propriété de la maison passe aux mains du créancier de la banque, en l'occurrence. Mais ce n'est pas le cas au Québec. Au Québec, c'est l'acheteur de l'immeuble qui garde entièrement le droit de propriété. Mais c'est ça, l'hypothèque confère au créancier un droit de suivi sur le bien grevé, donc le bien qui est rattaché à l'hypothèque, euh, pour, euh, pour pouvoir prendre son dû plus tard, si jamais Excuse-moi. au besoin. Des- Ça va? Euh, Oui. mais bon, qu'est-ce que ça fait quand on traduit? C'est que on va quand même traduire mortgage par hypothèque parce que Oui. même si ce n'est pas des équivalents parfaits, Parfait. c'est quand même des équivalents fonctionnels, ce qu'on appelle. Mhm. Parce que sinon, si on pouvait pas traduire par des termes qui sont pas de parfaits équivalents, on finirait par juste ne jamais pouvoir traduire quoi que ce soit. C'est C'est vrai, ça le problème. effectivement. Donc, et de toute façon, c'est ça, c'est le terme hypothèque va remplir l'équivalent, la fonction équivalente dans le système du droit civil québécois. Donc, Mais il peut euh, avoir une mauvaise compréhension. Par exemple, toi, tu es très au courant de cette nuance-là, mais oui, tout le monde a une hypothèque ici, ou à peu près. oui, oui, Donc, oui, il peut tout à fait. avoir une mauvaise compréhension dans certaines situations. Mais, Peut-être pas quelqu'un qui est ici, non, mais peut-être qu'ils ne comprendront pas, par exemple, s'ils ont de la famille aux États-Unis, quand ils vont parler d'une hypothèque aux États-Unis, ils ne comprendront pas les conséquences pour les membres de leur famille s'il arrive quelque chose à la oui, maison. ben, peut-être. Je, Des choses ça, comme ça. ouais, ça, c'est ça, c'est le genre de cas plus particulier. Je ne saurais pas trop m'avancer Non, ça là-dessus. n'a pas rapport avec la traduction. Dans le fond, c'est plus que c'est quand on n'est pas dans le domaine juridique, c'est des nuances qu'on Mais oui, on n'est pas effectivement, au courant, quelqu'un là. qui va voyager entre les deux C'est systèmes, ça. Il ne nécessairement verra pas nécessairement cette différence-là. Mais c'est ça, quand on traduit, par exemple, donc à la fin de la période de l'hypothèque, dans un système de common law, on va dire que l'hypothèque a été rachetée par par, le par le, propriétaire. Ah oui? par le propriétaire de la maison, c'est ça. Donc, OK. par l'emprunteur. Ah, Euh, Tandis que au terme de l'hypothèque, dans le système de droit civil, on va dire que l'hypothèque s'éteint parce que c'est c'est ça. un droit du créancier. Et donc, les droits, qu'est-ce qui arrive aux droits à la fin de leur durée de vie? Les droits s'éteignent. C'est ça OK. le bon co-occurrent. Donc, c'est ça, il faut quand même tenir compte de cette différence-là. Et c'est ça, ça a vraiment. Donc, la co-occurrence, les C'est co-occurrents, elle qui fait la différence entre les deux systèmes.
c'est ça? Oui, c'est ça, c'est des co-occurrents qui renferment vraiment tout le sens que le système juridique donne à la notion. Mon Dieu, Euh, hey, Graham, tu viens de me faire découvrir quelque chose. J'ai tellement, ça n'a pas rapport avec le juridique, mais avec le rôle des co-occurrents, ça me fait prendre conscience parce que j'insiste beaucoup quand je révise là-dessus, puis je vais être plus attentive au rôle que joue le co-occurrent sur le sens. ouais, Vraiment intéressant ce que tu apportes là pour la traduction en général, là. Alors, ouais, c'est ça, mais bon, ça c'est quelque chose que je viens de lire dans le juridictionnaire, là, juste oui, c'est vraiment, ben, c'est un peu parfait de avant nous avoir apporté mais à c'est notre. ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre également, donc c'est juste Juste en par le co-occurrent, tu sais dans quel système tu te retrouves en lisant la phrase avec oui, c'est ou c'est ça. oui, ben tout à fait, mais c'est et bon, avec hypothèque, c'est ce qui est quand même intéressant, c'est que en anglais au Québec, c'est pas un mortgage, c'est un hypothèque. Mhm. Ah, Ça sonne un peu loufoque en anglais, hypothèque, oui. mais c'est le terme qui a été adopté par le législateur québécois en anglais, justement pour faire la distinction. En common law francisé, le terme, ça reste hypothèque. OK. Euh, on n'a pas trouvé de... Mais c'est ça. Quand même, souvent, en common law francisé, on va voir des termes que des gens vont parfois penser un peu bizarre parce qu'ils sont traduits tellement littéralement, Mhm. mais sont traduits très littéralement de l'anglais justement pour pouvoir marquer la différence entre la common law et le droit civil. C'est-à-dire que par exemple, c'est ça, j'ai eu un cours de droit il y a quelques mois et le professeur, on regardait une loi d'Ontario et le professeur a suggéré de toujours regarder la version anglaise de la loi parce que Mhm. la version française était supposément traduite très bizarrement. Mais en fait, c'est pas que la loi a été traduite bizarrement, c'est que ben, ça se lit pas comme du droit civil québécois parce qu'on n'est pas dans le système du droit civil québécois. Hmm. Ça C'est se ça. lit comme de la common law francisée. Donc, il y a beaucoup de termes de la common law francisée qui ont des traductions assez littérales, justement parce qu'il faut marquer une différence Mhm. entre ces termes-là, entre Les deux les systèmes. notions de la common law et du droit civil. Donc, Est-ce que, si on revient justement à la due diligence, c'est un élément de risque qui. Lucie demande un exemple aussi. Est-ce que, avant de passer à ta question, Lucie, la question qui me vient, est-ce que ça devient un risque pour quelqu'un qui n'est pas versé dans le domaine du droit euh, de ne pas connaître ces distinctions-là? Est-ce que, comme tu parlais de mortgage et tout ça, mais pas tout à à la fait, limite, non. ben, il y en a qui sont très connus comme ça et que, mais bon, euh, le risque arrive beaucoup à l'heure de devoir interpréter C'est un ça? contrat ou un écrit. Si les risques, c'est vraiment que si jamais le contrat, il y a un malentendu sur le sens d'une phrase ou d'une disposition et qu'on s'en remet au tribunal de l'interpréter, ben, Mhm. à ce moment-là, le tribunal doit interpréter le texte doit rechercher l'intention des parties. C'est vraiment, c'est vraiment la règle d'or d'interprétation. Mais le texte s'interprète à la lumière de la loi applicable. Et donc, Et
Et là, la loi applicable, c'est Et défini donc, aussi. ben, c'est souvent défini, ben, ce sera généralement défini dans le contrat. Mais bon, il y a, par exemple, au Québec, ben, il y a le Code civil, il y a un régime de. Pardon. C'est ça, il y a certaines règles qui s'appliquent au contrat d'emblée. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire de les prévoir dans les contrats. C'est ça, les règles s'appliquent vraiment d'emblée. Là, Ah, OK. euh, et bon, c'est ça. Donc, si on utilise beaucoup de terminologie de la common law francisée, Mhm. il pourrait y avoir une certaine confusion par Ah, rapport aux effets juridiques qui doivent se produire euh, de, aux conséquences là, oui, c'est ça. de certaines choses. C'est ça, c'est parce que c'est ça, les mots dans les dispositions sont porteurs d'effets juridiques et c'est ça. Donc, quels effets juridiques est-ce que telle, telle disposition, tel, tel phrasé, tel mot va produire? Euh, c'est ça, ça peut être. C'est ça, il peut avoir une certaine compréhension. Parfois, peut-être que le juge va reconnaître que c'est clairement, comme tout écrit en common law francisé, euh, qu'on fait, que les parties font réellement appel aux notions de la common law. Il va peut-être essayer de les mettre, de les adapter à sa compréhension du droit civil, je ne sais pas, euh, Je suis pas mais assez voilà, versée là, mais en droit, mais déjà, il me semble que ça doit peut-être être, pas toujours évident là, de naviguer comme ouais, ça dans ces environnements-là. Et euh, d'ailleurs, tu nous avais parlé d'un autre terme comme gross negligence, c'est ça? oui, ben C'est ça? c'est ça, justement, on nous a demandé un exemple. Je pense que c'est Lucie qui nous a demandé Oui, un Lucie exemple. demandait un exemple. Oui, c'est ça. Je te demandais Ouais, un exemple du common law francisé, comme tu expliquais, que ça peut être plus littéral et un peu entrer en conflit avec la terminologie du droit civil. oui. Donc, c'est ça. Moi, il y a un bon exemple que j'ai, c'est le terme gross negligence. On va, en common law francisé, on traduit assez littéralement, c'est la négligence grossière. Cependant, le terme correct qu'on emploie en droit civil québécois, c'est la faute lourde. Donc, c'est ça. En fait, on a souvent deux termes qui vont ensemble, c'est gross negligence and deliberate misconduct. Donc ça, la négligence grossière et l'inconduite délibérée. Ça, c'est vraiment des termes de la common law francisée. Mais en droit civil, techniquement, la négligence grossière, je crois que c'est un type de faute. Ben, en tout cas, la négligence, c'est un type de faute. Donc, c'est ça, encore là, il y a un certain décalage entre les concepts. Euh, et c'est ça. Donc, la négligence grossière de la common law francisée deviendrait la faute lourde en droit civil québécoise et en droit civil québécois, pardon. Et l'inconduite délibérée deviendrait la faute, je pense que c'est la faute intentionnelle, la faute lourde intentionnelle. En tout cas, la faute intentionnelle. Pardon, j'ai l'exemple ici dans les fiches terminologiques bijuridiques. D'ailleurs, c'est ça. OK. Il y a une excellente ressource en ligne qui est offerte par le ministère de la Justice fédérale. C'est les fiches terminologiques bijuridiques.
Vous pouvez lancer une petite recherche en ligne. C'est ça. D'ailleurs, il y a vraiment une mine d'or d'informations sur le site du ministère de la Justice sur justement la jury linguistique qu'on appelle. OK. Donc, Merci beaucoup. c'est ça, justement, cette fiche terminologique juridique, donc pour les textes qui s'appliquent à l'ensemble du Canada, c'est ça, cette fiche suggère qu'on devrait peut-être employer les deux termes. Donc, c'est vraiment une solution qui est proposée. Donc, on peut parler, je l'ai ici. Donc, c'est ça, on peut utiliser à la fois faute lourde et négligence grossière. Si jamais tu veux partager ton écran, Graham, il n'y a pas de problème. Non, Non, tu c'est peux ça, pas. pardon. Non, OK, c'est ça, OK, j'ai compris. OK. je peux pas. En fait, j'ai la vidéo sur mon cellulaire, en fait, parce que ma caméra ne fonctionne pas sur l'ordinateur. OK. Mais Mais c'est ça, OK, on a c'est ça, j'ai le titre, là. Ben, c'est sur le site Justice Canada, c'est ça? oui, c'est ça. Des fiches juridiques, c'est ça. Donc, c'est ça. Moi, j'ai une phrase ici, c'est la garantie du propriétaire contre les poursuites auxquelles pourraient donner lieu les activités de la compagnie, sauf dans la province du Québec, cas de faute lourde intentionnelle de celui-ci, et dans les autres provinces, cas de négligence grossière ou d'inconduite délibérée. Donc, Lucie m'a mis le lien dans le chat. Je vais partager mon écran. Juste être sûre que c'est vraiment ça, que je suis sur la bonne page, mais on dirait que oui. Est-ce que c'est ça, Graham? Oui. OK. Et là, tu étais dans quel lien? Tu es allé dans index de recherche? En fait, moi, j'ai vraiment juste tapé dans Google faute lourde, OK. Ici, lourde faute versus lourde. négligence grossière, fiche terminologique, juridique. Lucie, il va falloir que tu rajoutes cet exemple-là à ta présentation de la méthode Search. En fait, vu que je ne fais pas de traduction juridique, je ne serais pas à l'aise d'y aller spécifique comme ça, mais peut-être un jour. Ben oui, c'est ça. Alors, c'est ça, en faisant dans Google, c'est ça, fiche vie juridique. Mais je vais l'inclure. J'ai un document de référence terminologique par domaine que j'envoie aux mentorés, puis je pourrais leur partager ça. OK. En tout cas, je n'ai peut-être pas mis correctement. Comme ça? Oui, fiche terminologique bijuridique. OK. C'est ça, c'est les guillemets autour de fiche. Ministère de la Justice du Canada. Je vais enlever peut-être les guillemets. Moi, j'ôterais les guillemets autour de... Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'est ici, hein? C'est celle-là ici? Oui. Donc, c'est ça, OK. si vous faites défiler vraiment jusqu'au bas, bas de la page. Ici, oui. On a disposition harmonisée. Oui. Et c'est ça, donc, on a proposé d'utiliser carrément les deux termes en précisant que l'un des termes s'applique au Québec, l'autre terme s'applique aux autres provinces. Okay. Et donc, ça... excuse-moi, Graham, je vois qu'il y a une loi d'harmonisation du droit fédéral avec le droit civil. OK, c'est ça? Oui, effectivement. Je ne saurais pas trop m'avancer là-dessus. Mais oui, effectivement, il y a eu certains efforts de la part du législateur fédéral d'harmoniser la terminologie de ces lois pour vraiment intégrer à la fois la terminologie du droit, le langage du droit civil québécois et de la common law francisée. Donc, pour vraiment s'assurer que les deux systèmes juridiques sont reflétés dans les lois fédérales.
Et je vois que la modification remonte à 2021, donc c'est vraiment à jour, là. Oui, OK. Mais mais merci. vraiment, c'est ça, le site du ministère de la Justice fédérale est vraiment, il y a beaucoup d'informations là-dessus. C'est quand même très utile. J'y ai recours quand même assez souvent. Et merci. Voilà. Ça nous donne bonne information. Et puis, ben, c'est ça. Puis, on pourrait terminer sur les types de textes en traduction juridique. Par contre, Oui, toi, sur quoi tu travailles? Entre autres, j'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, là, mais... oui, ben, c'est ça. Dans le secteur privé, c'est ça, on traduit beaucoup de contrats. Mhm. Donc, c'est ça, c'est parfois, il y a certains contrats qui sont très connus. Donc, on a les contrats de travail, les contrats de service, les fameuses conditions d'utilisation des sites web. Ah oui. C'est ça, les accords de confidentialité, tout ça. C'est des contrats qu'on voit vraiment tout le temps comme particuliers. Mais c'est ça, on a aussi les gros contrats commerciaux. Donc, c'est ça, on a les conventions d'actionnaires, Hmm. conventions d'achat ou de souscription d'actions. Il y a aussi des contrats de société. Donc, quand plusieurs personnes veulent se mettre ensemble pour créer une société en nom collectif ou une société en commandite, il y a un contrat de société. Euh, et donc, ça, c'est quand même des contrats qu'on traduit assez régulièrement. Il y a aussi les documents d'information qui sont exigés par les autorités en valeur mobilière. Donc, Ah oui. euh, une société qui fait appel public à l'épargne, c'est-à-dire qui émet des actions au public, Mhm. euh, doit déclarer doit déclarer tout un tas de renseignements essentiellement. Donc, c'est vraiment, il y a à la fois à l'étape de faire son appel public à l'épargne, il doit déposer, tout juste avant, en fait, il doit déposer un prospectus qui est un très long document exigé par les autorités en valeur mobilière qui donne vraiment, c'est vraiment toutes sortes de déclarations qui aident les investisseurs à faire un choix éclairé sur le choix de faire un placement ou non. Et donc, c'est vraiment ces documents qui sont centraux à l'enjeu de la protection du public. Et donc, c'est ça, ces documents-là sont très particuliers parce qu'il y a beaucoup, comme la forme du document et les libellés, les mentions, il y a des libellés, des mentions obligatoires, tant en anglais qu'en français. Donc, on doit vraiment aller les chercher dans les règlements. Et donc, c'est ça, c'est pas des documents qui peuvent juste se traduire librement comme ça. Non, non. Puis justement, au mois d'avril qui se termine, qui avance, en tout cas qui est assez avancé, qui ne se termine pas, mais entrait en vigueur le CELI-App, qui est un nouveau type de compte qui permet de faire des placements pour l'achat d'une première propriété. Puis tu peux avoir des Ouais. placements, puis il y a plusieurs règles comme ça. J'ai traduit ça il y a quelques jours. Et puis ça a l'air d'être encore des choses. Il faut savoir quoi mettre dans son CELI-App. Puis c'est Ouais. aussi les conditions des placements qui sont, tu sais, un CELI ordinaire, tu peux retirer ton argent dans certaines conditions, mais là, tu rajoutes les conditions du placement, là, de... Ouais, ben c'est ça, c'est ça, les fonds d'investissement ont des obligations d'information. Exactement. Euh, et donc, c'est ça. Donc, tous ces documents-là, du moment où il y a des investisseurs au Québec, tous ces documents-là doivent être disponibles en français. Euh, et donc voilà. On traduit aussi des jugements. Mhm. C'est quelque chose qui est quand même courant. J'en ai traduit quand même souvent. Euh,
ça se fait beaucoup au niveau, mettons, au bureau de la traduction, c'est ça, il y a une division qui est consacrée vraiment juste à la traduction des jugements des tribunaux fédéraux. Il y a toute une équipe de traduction et de jury-linguistes à la Cour suprême, évidemment. Mais aussi, il y a aussi la traduction législative. Ça, c'est très, très, très particulier. C'est quand même assez impressionnant parce que j'ai eu un cours justement donné par deux traductrices de l'Assemblée nationale du Québec et c'est très particulier parce que on peut jamais réinventer la roue quand on traduit des lois et des règlements. Donc, toute technologie existe déjà quelque part dans d'autres lois, dans d'autres règlements. Il faut être extrêmement uniforme. Et donc, tout ce qu'ils traduisent, on doit justifier. Donc, ils doivent créer vraiment un cahier de recherche avec tous leurs commentaires, justifications, d'où viennent les termes. Ils doivent vraiment soumettre ça aux légistes. Les légistes, c'est les rédacteurs des lois, dans le fond. Et donc, voilà, c'est vraiment on m'a montré, il y a carrément des classeurs de documents où on fait juste, Avec toute la démarche. c'est vraiment juste les justifications et les communications entre les légistes, les traducteurs et Incroyable. on doit vraiment garder la trace de tout ça. Et c'est assez impressionnant. C'est extrêmement pointu, c'est énormément de travail, mais c'était super intéressant. Et on va terminer avec la question que Lucie a. Veux-tu la poser, Lucie, de vive voix? Je la vois là, dans le chat. Oui, oui, je ne voulais pas couper la discussion, mais je me demandais s'il peut y avoir une formation officielle en droit en plus d'un diplôme en traduction pour ce genre de traduction législative ou d'autres types de mandats. C'est pas obligatoire. Ça ne fait jamais de mal, par contre. Même si c'est ça, on fait quitte à à faire un certificat en droit ou de suivre à l'Université McGill, il y a le DSS en traduction juridique que je suis personnellement en train de terminer. Ça, c'est quand même, c'est un très bon programme. C'est un programme qui est entièrement en ligne, justement parce que c'est une condition de financement, parce que le programme a été financé en bonne partie par le ministère de la Justice fédérale. Et donc, c'est ça, le programme est accessible aux étudiants partout au Canada parce que justement, c'est en ligne. Mais ça devrait être le minimum pour au moins un certificat comme ça devrait être l'exigence minimum pour certains documents juridiques, à mon avis. Ah oui, je suis d'accord. C'est ça, il y a d'autres façons de se former, là, évidemment. On peut prendre différents cours. Il y a différents cours qui s'offrent en ligne en droit. Il y a vraiment plein de manières de se former. Mais oui, l'important, c'est de se former, peu importe la manière qu'on choisit. Oui, et de se faire réviser, parce que là, comme j'ai dit, je ne fais pas de traduction juridique, mais si jamais j'ai la confiance pour me lancer là-dedans, c'est sûr que ça ne sera pas, comme on dit, du free pass. Non, c'est ça. Non, mais il faut pas, je pense pas qu'il faille le voir comme étant un domaine de traduction juridique qui est forcément tant plus difficile que, mettons, la traduction technique ou la traduction pharmaceutique. Les implications peuvent être plus graves. Oui, mais c'est aussi le cas quand on traduit dans le domaine pharmaceutique ou médical, même que c'est encore plus risqué parce que c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu. Un autre que je ne touche pas pour le moment. Ouais, c'est ça, le médical, c'est ça, je n'y touche pas non plus, mais bon, voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a toujours moyen de se former d'une manière ou d'une autre. Oui, ça prend une formation complémentaire. Ouais, c'est ça. Il faut quand même une formation complémentaire. Il faut vraiment avoir. De toute façon,
on finit jamais de se former. Hein. C'est toute la vie, non, ça c'est vrai, toute C'est notre toute la carrière. vie. Ouais. La formation ne se terminera jamais. Là. Et en droit, ben, c'est parce que le droit évolue et tout ça, mais c'est qu'on ne peut jamais tout savoir. Donc, l'important pour se lancer, c'est vraiment d'acquérir comment dire, un certain bagage de connaissances, d'avoir une bonne culture générale dans le domaine qu'on traduit. Et bon, mais ça, je pense que c'est quand même, c'est applicable à n'importe quel domaine de la traduction là, aussi. Et Mais après voilà. ça, on va chercher. Hey, je te remercie beaucoup, beaucoup, Graham. C'est vraiment intéressant. Ça m'a fait Et plaisir. Merci je vais pour mettre l'invitation. sur, la chaîne YouTube de Traninter et je vais rajouter comme information le hashtag No Translation, No Justice que j'ai trouvé très intéressant. Le site de Justice Canada avec les fiches bijuridiques, c'est ça? C'est ça, parce que c'est l'harmonisation. Pourquoi? Parce que c'est l'harmonisation des deux systèmes. Et puis, ben, merci beaucoup. On va en faire profiter le plus de gens possible. Alors, Bien, merci à merci. toi pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment C'était plaisir vraiment de agréable. parler avec Ben toi. oui, ça nous a donné l'occasion de nous revoir en même temps. À bientôt. Au Oui, revoir. c'est clair. Merci, À merci pour la bientôt. présentation. Bonne soirée. Merci, Lucie.